Quand je serai grand, j'aimerais bien occuper votre poste. Vous pouvez me donner des conseils, m'indiquer un plan de carrière ou me donner des trucs que je dois savoir? Je vais te donner quelques tuyaux très pratiques. Tout d'abord, je veux que vous fassiez tous très attention à ce que vous publiez sur Facebook. Nous sommes dans l'ère de YouTube et tout ce que vous y mettez pourra être retrouvé un jour plus tard dans votre vie. Quand on est jeune, on fait des erreurs, des bêtises. Et j'ai souvent entendu des histoires de jeunes qui publient n'importe quoi sur Facebook. Et un beau jour, quand ils vont à un entretien d'embauche, quelqu'un fait une recherche et voilà. Tu vois là, je viens de te donner un vrai conseil politique. Juste après l'an 2000, Internet a connu une nouvelle révolution avec la naissance du Web 2.0. Depuis l'avènement des blogs, puis des réseaux sociaux comme MySpace, Facebook ou Twitter, n'importe qui peut publier des textes, des sons et des images sans effort, gratuitement, à volonté. Des centaines de millions d'hommes, de femmes et d'enfants se sont mis à raconter leur vie en vrac, sans limite. Et le plus souvent, on s'affiche avec son vrai nom, sa vraie photo, sa vraie famille, ses vrais copains, son vrai travail. Pourquoi ce besoin profond de se dévoiler? Dans les grandes villes occidentales, une partie de la population souffre d'isolement et de solitude. Internet apparaît à beaucoup comme un remède. Si l'on veut avoir une vie sociale plus riche, se faire de nouveaux contacts, de nouveaux amis, et peut-être même trouver l'amour, le but du jeu, c'est de se montrer, pas de se cacher. Donc, vous avez quel âge? J'ai 20 ans. 17 ans. 16 ans. 17 ans. Vous avez combien d'amis sur Facebook? Je sais pas, dans les 200, un truc comme ça. 700. Entre 600, 800, quelque chose comme ça. 509. 509, je crois. Ah, Quelque chose dans le genre. Ouais. Et c'est tous des vrais amis? Ouais. C'est tous des gens que je connais. Et c'est tous des amis? Des amis et des amis de mes amis, on va dire. Mais bon, des fois, à des soirées, des gens, par exemple, on a des amis qui invitent d'autres amis qu'on connaît pas. Donc on fait des connaissances et on les ajoute pour essayer de garder le contact. Il y a combien de photos de vous sur Facebook? Plein. plein, beaucoup. T'as une idée? 500, quelque chose comme ça. C'est quel genre de photos? Des photos de soirée avec mes amis ou des journées, enfin, quand on est entre amis, voilà, on prend des photos de nous. D'accord, et c'est important de les mettre? Bah franchement, je sais pas. C'est pour avoir des souvenirs peut-être. Les souvenirs, pas besoin de les mettre sur Facebook, vous pouvez les garder sur votre disque dur. C'est vrai, mais on est entre nous. Mais tu sais que plein de gens vont pouvoir les voir. Mais ça va, j'ai sécurisé le mieux que je pouvais. Juste mes amis peuvent voir les photos. Oui, mais tes amis peuvent aussi prendre la photo et l'envoyer au livre. Ouais, mais je pense pas trop à ça. Pourquoi? Je sais pas. Ça te dérangerait de savoir que tu as des photos à toi qui traînent, tu sais pas où? Oh, un peu, ouais. Mais c'est un risque à prendre sur Facebook. Cette insouciance est le propre de l'adolescence. Mais attention, si vous étalez votre vie privée aux yeux du monde, d'autres pourront s'en emparer et tout savoir sur vous. Or, le savoir, c'est le pouvoir. Aux États-Unis, les recruteurs d'entreprises et les comités de sélection des universités utilisent couramment les réseaux sociaux pour enquêter discrètement sur les candidats. Ils découvrent des documents intimes qui en disent plus long qu'un CV classique. Or, la France semble suivre le même chemin. Paris, première étape de mon voyage.
J'ai réussi à trouver une chasseuse de tête capable de parler sans langue de bois. Claire Romanet dirige Elae, un cabinet de recrutement basé à Lyon et à Paris. Nous, en tant que chasseurs de tête, on a carrément échangé nos stylos contre des claviers, c'est sûr. Aujourd'hui, on est à 80% de notre temps sur le média Internet. Nous, chez Elae, dès qu'on a un candidat au téléphone, en même temps qu'il nous parle, on passe son nom et son prénom sur Google. Donc vous le faites pendant le coup de téléphone? On le fait en même temps. L'une des missions du recruteur est de minimiser le risque pour l'entreprise qui cherche à embaucher, donc d'éliminer les candidats hors normes ou difficiles à cerner. Ce qu'on vérifie en premier, c'est le parcours. Aujourd'hui, il y a plus de 70% des CV qui sont faussés en France. C'est des stades de la PEC, donc on sait pertinemment qu'on est même au-dessus de ce chiffre-là. Alors après, il faut faire la part des choses. Quand vous dites faussé, vous voulez dire des embellis ou arrangés ou bidonnés? Oui, je veux dire embellis, arrangés, bidonnés, oui, c'est le bon terme. Alors un exemple tout récent, puisqu'il date d'une dizaine de jours, un candidat qui nous intéressait d'ailleurs, qui montre sur 3 endroits différents un CV complètement différent d'une autre. Autrement dit, nous, on avait grosso modo 3 grosses périodes de travail dans 3 entreprises différentes. Et sur ce qu'on a pu trouver sur Internet, on montait à 10 ou 11, je crois, périodes de travail dans une dizaine d'entreprises différentes. Et de mémoire, il avait aussi rempli une fiche sur Copain d'avant, où justement on parle des écoles, etc. Donc là, on a vu que les dates ne concordaient pas. Alors Copain d'avant, c'est un site normalement purement ludique. Et là, vous vous en servez à des fins professionnelles. Alors Copain d'avant, c'est un site complètement ludique, amical en fait, au départ. Nous, on s'en sert parce que ça remonte dans les informations que Google nous donne quand on trouve les infos. Il y a aussi les blogs personnels qui arrivent en tête des résultats quand on tape le nom de leur auteur sur Google. Un blog est visible de tous, sans protection. Alors j'ai un cas de figure très précis sur un poste de chef de projet web éditorial. On a présenté une candidate qui avait une plume acérée et qui avait un blog perso où elle racontait sa vie. Alors on a présenté son dossier au client. Et en expliquant au client qu'elle avait un blog perso, donc le client est allé voir. Pas de chance, le jour où le client va voir le blog de cette candidate, la candidate rentrait de vacances et venait juste d'écrire « Oui, vous me connaissez, moi qui suis une feignasse, blablabla, blablabla. » Alors ça s'appelait Bac, parce que je revenais de vacances, bac à sable. Me voici donc de retour avec, dans le désordre, un bronzage complètement beautiful, 1 kilo en plus, une flemmasse mythologique, ainsi qu'un nouveau travail destiné à pallier les problèmes inhérents à ma dépensomanie, tout en tâchant d'avoir une utilité en ce bas monde de l'ordre de quasi nul à relativement futile. Ça n'a pas donné suite, même si le client était conscient qu'on pouvait prendre ça au second degré. À un moment, il s'est dit, son blog perso, ça porte son nom et son prénom. Si mon client final, à qui je vais confier cette candidate que je vais employer, fait la même démarche que moi et qu'il voit ça, ça sera une image négative pour mon entreprise. Ce qu'il faut dire aujourd'hui aux candidats, c'est qu'il faut faire très attention aux infos qu'on laisse, y compris sur les réseaux amicaux comme Copain d'avant ou comme Facebook, qui aujourd'hui est le vecteur le plus inquiétant, entre guillemets. Toutes ces infos restent et sont accessibles à n'importe qui. Et en l'occurrence, dans le cadre du travail, à des employeurs, à des services RH, parce qu'il n'y a pas que nous, chasseurs de tête, qui les utilisons. Les entreprises aujourd'hui qui ont des services RH sont en train de former leurs consultants justement à ces nouveaux outils pour pouvoir leur donner les moyens d'aller chercher des informations et de recouper. Fanny Bérébi, une Parisienne de 32 ans, possède une petite notoriété dans la blogosphère française, notamment grâce à sa fière devise « Coucher pour réussir, c'est toujours un bon moyen de coucher ». Avant ça, je n'avais pas cherché d'emploi dans le parcours normal depuis très longtemps, donc j'avais toujours pris soin de reprendre mon blog, de mettre en premier les articles les mieux écrits, les plus sérieux et tout ça. Et là, j'avais pas eu le temps, ça s'était fait trop vite. J'avais laissé les articles en cours et j'avais pas pensé une seconde que ça puisse être un obstacle, en fait. Moi, je parle de tout, de vraiment tout. L'idée, c'est de dire justement que je peux parler de n'importe quel sujet
qui vont de balai à chiottes jusqu'à des trucs super sérieux, mais toujours avec mon style. Les nouveaux usages du web, c'est ça justement, c'est la transparence. C'est le fait que tout le monde expose des parties de sa vie qu'il choisit. Moi aujourd'hui, je préfère surexposer plutôt que de subir l'exposition que de toute façon on va me donner à un moment ou à un autre. Vu la situation du marché de l'emploi, cette stratégie peut s'avérer risquée, d'autant qu'aujourd'hui les chefs d'entreprise savent se servir d'Internet. Patrick Bensaba est le patron de Business et Décision, entreprise de conseil et d'intégration de systèmes qui compte 2800 employés dans 19 pays. En fait, aujourd'hui, Google, c'est l'accès assez simple à toute cette information. Si on choisit bien les 2-3 mots-clés, on va avoir un historique d'informations, on va avoir des biographies, on va avoir des CV, on va avoir même de temps en temps des documents, par exemple des articles de presse ou des choses qui sont sorties sur une personne. Et typiquement, ça va permettre de se faire une idée générale. On a toujours eu dans les CV les 2 petites lignes en bas, je fais du cheval, de la photo et de la randonnée, j'aime les voyages, d'accord? Bon, ben ça prend une dimension un peu plus importante aujourd'hui avec Internet. C'est-à-dire que quand la personne vous dit ben, je fais de la photo, si ça se trouve, elle a un blog où elle expose ses photos. Monsieur Bensaba se sert aussi d'Internet pour en savoir plus sur ses employés déjà en poste. Quand je vois, quand je tombe par hasard, en fait c'est pas toujours par hasard, parce que de temps en temps je cherche. Une des choses que je fais quand je vais sur un site de CV, c'est déjà de voir s'il n'y a pas des CV des gens de chez moi. Et quand j'en vois, ça me gêne. Ça me gêne parce que j'ai une relation affective avec mes employés, mes salariés. Et je me dis toujours, pourquoi ils ne sont pas bien chez moi? Qu'est-ce qui se passe? Et donc dans ces cas-là, moi j'envoie le message à mes patrons d'agence en leur disant, voilà, attention, j'ai vu qu'un tel était en ce moment en train de regarder, avait mis son CV sur un site, vérifie ce qui se passe. S'il n'est pas bien chez nous, il faut qu'il dise pourquoi. C'est peut-être une bouée, c'est peut-être un appel qu'il envoie vers nous. Il faut quand même qu'on comprenne ce qui se passe. Un jour, Patrick Bensaba découvre qu'il figure dans un livre satirique sur la dureté de la vie en entreprise, L'Open Space m'a tué. Visiblement, il y a eu des fuites. Un de ses employés a parlé aux auteurs. Il y avait quelques pages en fait qui étaient consacrées, enfin qui parlaient d'une société, donc le nom était proche de Business et Décision, et c'était donc Business et Incision. Et on y décrivait notamment un patron qui tournait avec une oreillette au téléphone et dont les employés se demandaient s'il y avait quelqu'un au bout du fil ou pas, ou si c'était juste pour se donner une contenance ou pour se donner un air. Et ça m'avait embêté parce que c'était pas justifié. Et donc je me suis dit, j'ai fait un peu Sherlock Holmes, et puis je me suis dit, bon, je vais regarder. Et une idée, j'ai dit Facebook. Et donc je suis allé dans la page Facebook des auteurs, et j'ai regardé leurs amis. Et j'ai dit, ben, parmi les amis, peut-être qu'il y a un nom que je connais, je vais retrouver quelque chose qui me donnera un indice. Et bingo, et effectivement, il y avait 2 noms d'employés de la société. Et donc là, c'était facile de faire le lien, et je me suis rendu compte qu'ils avaient travaillé dans une vie antérieure dans la même boutique. Aujourd'hui, les enquêtes menées sur Internet par les directions d'entreprise se multiplient pour des motifs très divers. Laurent Agnessens, 45 ans, marié, un enfant, menait une vie plutôt agréable. Un emploi stable et bien payé, un appartement dans une banlieue verdoyante, jusqu'à sa maladie. L'hiver dernier, en 2009, je suis tombé malade. J'ai fait une dépression, on and off, avec des coups de stress, etc. J'ai même passé une journée en chirurgie ambulatoire, avec des jours de récupération derrière. Et en août 2009, j'ai été en arrêt maladie. Et donc, quand on est en congé de maladie pour dépression, quelles sont les indications? Les indications, c'est de changer les idées, partir un maximum en week-end et de se mettre au vert. D'arrêter de se mettre au vert. Et donc, de ne pas rester confiné chez soi. De sortir. Mon docteur me conseillait de partir en week-end fréquemment, de sortir, voir les copains, etc. Et de t'amuser, tout ça. De m'amuser.
Donc j'ai aidé un ami à co-organiser le Tattoo Art Fest, le salon international du tatouage, qui se déroule chaque année sur 3 jours. Et donc j'ai une amie qui a pris une photo de moi à vélo au parc Floral et qui l'a mise sur mon profil Facebook. Pendant mon arrêt maladie, j'ai reçu une lettre de convocation en vue d'un licenciement, convocation à laquelle je suis allé. Et là, on m'a principalement reproché d'être présent, que mon nom soit présent sur plusieurs sites web, me citant comme co-organisateur du Tattoo Art Fest, et un article de presse également, et puis cette fameuse photo de Facebook où je n'ai pas l'air malade. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit exactement là, sur cette photo, Sur cette photo, textuellement, c'est quand on est malade, on est dans son lit et on n'est pas sur un vélo dans un parc. 8 mois après son départ forcé, Laurent Agnessen était toujours au chômage. Désormais, un document trouvé sur Internet peut servir de motif de licenciement, même dans la fonction publique. À Nîmes, un surveillant de lycée l'a découvert à ses dépens. Julien Combe, célibataire, 32 ans, habite un petit 2 pièces en centre-ville. Ah, vous voilà. Bonjour, enchanté. Voilà. Moi, mon but, c'était donc de devenir instituteur, professeur des écoles. Donc j'ai passé le concours une première fois et je l'ai raté. Donc après, j'ai pu avoir une place dans une école primaire en tant que bibliothécaire. Et suite à ça, j'ai donc eu ce poste dans un lycée en tant que surveillant. Il n'y a pas qu'en 60 pourtant, ils existent la plupart. Le jour, Julien Combe mène la vie rangée d'un employé de l'éducation nationale. Mais la nuit et le week-end, sur Internet, il se transforme en militant d'extrême gauche et en humoriste engagé. Son pseudo, Julot Rigolo. Je m'assois sur le trône et je prends un Gaston. Mais bon, jamais plus qu'une demi-heure, hein, ou 3/4 d'heure. Après, ça se voit. Les vidéos sont divisées en 2 parties, une partie humoristique et une partie politique qui n'a rien d'humoristique en fait, qui est une partie idéologique, mais vraiment idéologique. Ça a non seulement un rôle de dénoncer certaines injustices politiques, et ça a un deuxième rôle, c'est de rencontrer des gens qui pensent comme moi. Julien Combe ose même s'attaquer à une institution sacro-sainte dans la région, la célèbre Feria de Nîmes. Amis de l'internaute, bonjour. Et oui, comme tu peux constater, j'habite à Nîmes. Et comme à chaque fois, 2 fois par an, c'est la Feria. Hein, on a vu quelques-unes, celle-là. Hein, et donc avec ça, je vais faire le silence, hein, finalement. Hein. Je suis un espèce de justicier. Hein. Je vais aller vider quelques chargeurs, hein, histoire de me détendre. Hein. Si après, peut-être que je pourrais dormir. Ah, allez, à tout à l'heure. Voilà. Elle vient d'où cette Kalachnikov alors? Elle vient d'un site qui s'appelle Elficado, qui est spécialisé dans les répliques d'objets de cinéma. Moi qui aime beaucoup l'histoire, c'est une arme, si vous voulez, qui symbolise la Révolution. Albert Camus. En plus, il parle bien son nom, hein. Ouais. Tu as travaillé pendant 3 semaines. D'accord, alors un mois. tu comptais faire toute ta carrière dans l'éducation? 6 ans. Je devais rester 6 ans normalement. D'accord. Ouais. Et alors, au bout de 3 semaines, qu'est-ce qui s'est passé? Au bout de 3 semaines, je rentre là, normalement. Et là, on m'apprend que je suis convoqué chez le directeur de toute urgence. Et puis là, le directeur me dit vous connaissez Dailymotion? Je dis bah oui. Non, oui, parce qu'on a épluché toutes vos vidéos et a priori vous êtes quelqu'un de dangereux. Et donc là j'en ai pris plein la tête. Vous avez des pensées anarchistes, avoir des pensées anarchistes ne peut pas être compatible avec un emploi dans l'éducation nationale. Vous représentez un danger pour la jeunesse, etc. Machin, bon, des incriminations mais
complètement hallucinante. Et au bout d'une demi-heure, c'était fini, j'en ai pris plein la tête. On m'a demandé de rendre mes clés, de rendre mon badge et de rendre ma carte. Et j'étais dehors. Et là, je suis resté... Une procédure de licenciement est engagée contre Julien Combe pour un motif inédit, incitation à la haine et à la violence à partir de documents vidéo mis en ligne sur Internet. Puis la machine s'emballe, l'Éducation nationale décide de porter l'affaire devant la justice. Moi, je me suis retrouvé avec une convocation de la police, donc je m'y suis rendu, j'ai été interrogé pendant quelques heures. Et donc, suite à cet interrogatoire, que bon, moi je pensais après rentrer chez moi, non, j'ai été emmené avec 2 policiers en voiture banalisée, civile, pour une perquisition de mon appartement. Donc là, je tombais dans le grand banditisme. C'était... La justice engage des poursuites et la Kalachnikov factice est confisquée. Mais Julien Combe refuse de céder. Il a laissé ses vidéos sur Dailymotion et il a même contre-attaqué. J'assume parfaitement ces vidéos qui sont parodiques, qui sont rigolotes, quoi. Il n'y a pas de quoi en faire un plat, quoi. Donc j'ai trouvé une avocate qui est l'avocate de la CGT de Nîmes. Et donc j'ai porté plainte pour licenciement abusif. On ne licencie pas quelqu'un sur ce qu'il fait en dehors de son travail, on le licencie pour une faute professionnelle. On ne peut pas licencier quelqu'un pour ce qu'il fait dans sa vie privée ou dans ses loisirs. Même si Julien Combe décide un jour de retirer ses vidéos, il n'y arrivera pas, car elles ont été recopiées un peu partout, par des admirateurs et par des détracteurs. Il n'est plus maître de son personnage sur le net. Madame X, pour sa part, n'a jamais mis d'informations personnelles sur Internet. D'autres s'en sont chargés, ce qui a failli la détruire. En 2002, la justice enquête sur un supposé scandale financier au sein d'une organisation caritative qui fait la une des médias. J'étais directrice d'une grande association pour laquelle je travaillais depuis environ 15 ans. Un jour, une adhérente a déposé plainte pour abus de biens sociaux. La brigade financière m'a donc demandé de venir les voir. Bien sûr, j'ai accepté dans le cadre de l'instruction de cette enquête. Et dès que je suis arrivée, j'ai été mise en garde à vue. À l'issue de cette garde à vue, j'ai été transférée au tribunal, enfin devant un juge d'instruction. Et le juge d'instruction m'a mise en examen pour abus de confiance. Je me suis retrouvée 2 jours plus tard dans la rue, mise en examen, et avec une grande surprise, c'est que toute la presse parlait de moi. De nos jours, la presse écrite, ce n'est plus seulement du papier qu'on jette le lendemain, ce sont des sites internet permanents. Les articles restent en ligne indéfiniment, comme si on les republiait chaque jour. Et grâce au moteur de recherche, on les retrouve très facilement. Privée d'emploi, Madame X se met à chercher du travail, mais Internet l'empêche d'en trouver. Lorsque je me présentais à des postes, je pouvais être retenue en shortlist, mais il arrivait effectivement que les DRH prennent des renseignements sur mon compte, tapent mon nom sur Google tout simplement, et ce qui sortait en première intention sur Google, c'était les articles de l'Express, c'était les articles du Parisien. Puis un jour, effectivement, j'ai reçu un courrier me disant que voilà, j'étais lavée de tout soupçon, et j'étais très contente d'avoir ce non-lieu. Restait le problème d'Internet. Bien entendu, les médias ne mentionnent pas que la justice a innocenté Madame X. Pire, les articles accusateurs sont recopiés et commentés à l'infini par des petits sites indépendants hors de tout contrôle. Sur Internet, Madame X reste une éternelle suspecte. J'avais honte que mon nom soit ainsi galvaudé, j'avais honte que ma fille porte mon nom. Bon. Il se trouve que voilà, j'étais dans une période de ma vie où j'étais à peu près solide, donc j'ai pu tenir bon, mais j'ai beaucoup souffert. Et le jour où j'ai quand même retrouvé un petit peu de sérénité et un peu de moyens, la première chose que j'ai faite, ça a été d'aller voir un avocat spécialisé justement dans les problèmes d'Internet et de lui demander de mener toutes les actions qu'elle pouvait, mais toutes. Elle avait carte blanche pour nettoyer Internet de toutes ces infamies. Elle réussit à faire retirer son nom de certains sites de presse, mais cela ne sert plus à grand-chose.
On a contacté des sites individuels, des blogs, des petits sites associatifs. Bon, il y en avait un paquet comme ça de gens qui avaient repris cet article, etc. Et pour certains, on n'arrive d'ailleurs pas à trouver la source même, hein, tellement l'univers est complexe d'Internet. Pour remonter à la source même du site, on n'y arrive pas. Et pour certains, ils refusent de le faire. Donc je vais devoir engager une procédure pénale à leur encontre. Pour Madame X, comme pour beaucoup de victimes, le droit à l'oubli restera un rêve hors de prix et souvent inaccessible. En théorie, la Commission nationale informatique et liberté est là pour protéger les citoyens contre les intrusions informatiques dans leur vie privée. Mais la puissance de l'Internet, réseau planétaire, pose à la CNIL des problèmes inédits et peut-être insolubles. J'étais étudiant et j'ai fait beaucoup de sport. Donc il m'est arrivé de montrer mon derrière dans différentes circonstances, et notamment effectivement une fois à la Saint-Nicolas à Lille. Et effectivement la réflexion que je me fais, c'est que aujourd'hui quand je raconte ça, ça laisse tout le monde indifférent, ça fait sourire. Mais c'est vrai qu'après tout, si ça se produisait aujourd'hui, ça pourrait me suivre pour l'éternité, cette affaire, si on m'avait photographié à l'époque, etc. Et donc je me dis qu'au fond, pour une banale soirée estudiantine, on peut voir sa vie compliquée ensuite. Ça n'a pas de sens. Quand on y réfléchit bien, c'est même incroyablement navrant d'en être là. Donc c'est pour ça que j'insiste bien sur cette nécessité du droit à l'oubli comme une conception philosophique. Si je dis quelque chose sur un réseau et que cette chose, et ce que j'ai dit, ce propos, est maintenu en vie artificiellement par l'absence de capacité d'oubli du système, qui va toujours le maintenir et le revivifier à tout moment, mon présent d'aujourd'hui, si j'ose ce pléonasme, se dilate. Et il devient mon présent virtuel qui m'accompagne toujours. Et à 75 ans, avec une barbe blanche jusqu'ici, on va encore me dire « Oui, mais à 20 ans, vous disiez que… » C'est pour ça que je cite toujours la fameuse phrase de Baudelaire, moi qui m'a beaucoup marqué lorsque je l'ai découverte, lorsqu'il disait qu'il revendiquait 2 droits fondamentaux. Il disait, 1, il revendiquait le droit de s'en aller. C'est-à-dire vraiment ce droit de quitter la société à un moment donné. Ça, c'est vraiment le droit à l'incognito, à l'anonymat dont on parlait. Et il revendiquait 2, le droit de se contredire. C'est la vision poétique de la liberté d'expression. Vous avez discuté déjà avec Google, avec Facebook, et dans quel cadre? Très souvent, dans le cadre par exemple des auditions qu'on fait au groupe des CNIL européennes, que je préside actuellement à Bruxelles, ils sont venus, on a eu des explications avec eux. C'est là qu'on voit qu'évidemment on a des conceptions qui sont terriblement opposées. On n'a pas du tout la même vision de ces problèmes-là, que ce soit avec Google ou avec Facebook. Donc je suis pour l'instant plutôt pessimiste, parce que je constate que rien ne se passe en la matière. Or, les CNIL, les autorités de contrôle que nous sommes, n'ont pas à elles seules le pouvoir de changer ça. Alors, qui détient le pouvoir sur Internet? Le réseau couvre la Terre entière, mais il a une patrie, un terroir. La Californie. Tout est parti d'ici et en un sens, tout est resté ici. La créativité, l'initiative, les infrastructures, les profits, le pouvoir. Quand un Français publie une photo sur Facebook ou sur Flickr, une vidéo sur YouTube, un texte sur blogger.com, un message sur Twitter, quand il écrit un email sur Gmail, en réalité, il les envoie ici, dans des ordinateurs régis par les lois américaines et protégés par la puissance des États-Unis. Récemment, une internaute française a essayé de faire effacer d'un forum appartenant à Google des messages dans lesquels elle exposait sa vie intime. Comme les démarches amiables n'aboutissaient pas, elle a porté plainte contre Google devant un tribunal français. Résultat, le juge s'est déclaré incompétent car Google est une société américaine dont les serveurs sont aux États-Unis. Google a gagné. Pour réparer les dégâts provoqués sur la vie privée de monsieur ou madame tout-le-monde, des startups d'un genre nouveau sont apparues dans la Silicon Valley, tout près de chez Google. Au pays de la libre entreprise, la reconquête de l'anonymat est déjà un business. Bienvenue. Merci. Je suis content que vous êtes ici. Au revoir. Et donc,
Nous sommes ici au bureau, ça c'est notre headquarters de Reputation Defender, où nous défendons la vie privée de nos clients. Et vous voyez ici quelques pays où se trouvent nos clients. Voici quelques-uns de nos ingénieurs. Notre directeur scientifique, Medhu Tarani, qui a un doctorat de robotique de Carnegie Mellon, un type très intelligent. Et voici notre ingénieur en chef, Tom, qui a un doctorat de physique de Harvard, entre autres. Et voici un de nos chiens. Ça va? Il aime bien voir les visiteurs. Première étape, Reputation Defender aide ses clients à découvrir ce qui se dit vraiment sur eux. La première chose qu'on fait, c'est qu'on rassemble un maximum d'informations sur vous sur le web, qui donne de vous un profil synthétique. Cette page affiche un résumé de votre image sur Internet. Le schéma Visibility montre comment vous apparaissez sur la première page de résultats des moteurs de recherche. Vous voyez, 70% des 10 premiers résultats parlent effectivement de vous. Le schéma contrôle couvre la totalité du contenu qui vous est consacré, pas seulement la première page de Google. Il montre quel pourcentage de ces informations sont sous votre contrôle et quel pourcentage sont sous le contrôle de quelqu'un d'autre. Le schéma TON indique le pourcentage de contenu positif ou neutre, c'est-à-dire qui ne pose pas de problème, tout va bien. Et aussi le pourcentage de contenu négatif, qui peut être inquiétant. Vous aurez envie de voir de quoi il s'agit et peut-être envisager sa destruction. La destruction de contenu n'est pas automatisée. C'est un processus manuel. Au fil du temps, nous avons développé des relations contractuelles ou informelles avec des sites web qui stockent ou qui vendent du contenu nuisible pour nos clients. Nous avons eu comme cliente une femme qui venait de mettre fin à une liaison amoureuse. Pendant leur relation, elle avait fait des vidéos érotiques avec son amant. Puis elle a rompu, ça s'est mal passé. Alors l'homme a publié ces vidéos partout sur Internet, en y attachant le nom de son ex-compagne. Elle est venue nous voir en disant « Quand on fait une recherche Google sur mon nom, le premier résultat, c'est une vidéo de moi en pleine séance sexuelle. Nous l'avons aidé à faire effacer ce que nous avons pu, mais malheureusement, nous n'avons pas réussi à tout supprimer. Aujourd'hui encore, quand on tape le nom de cette femme et qu'on va au-delà des premières pages de résultats, on trouve des images très explicites qui la montrent en train de faire l'amour. Elle était brisée. Franchement, notre service lui a coûté très cher. C'est très dommage. Si un client veut seulement être informé, Reputation Defender lui propose un abonnement de 99 $ par an. Mais s'il veut supprimer ou ajouter du contenu, la facture peut très vite atteindre des milliers de dollars. Si vous trouvez un document qui vous déplaît, et s'il existe une raison juridique pour inciter le site à le retirer, nous pouvons carrément le faire supprimer. Si c'est un document qui ne peut pas être retiré, nous pouvons le faire descendre dans les résultats de Google afin qu'il ait moins d'impact sur votre vie. Le client va nous fournir un CV ou même nous donner accès à sa page Facebook ou LinkedIn. Avec ça, nous allons récolter des informations utiles. Ensuite, notre équipe de rédacteurs professionnels va vous créer un nouveau profil et des biographies. Tout ça sera publié sur des sites qui nous appartiennent ou sur des sites externes dont nous tirons parti. Et nous nous arrangeons pour que ces nouvelles pages apparaissent en tête des résultats des moteurs de recherche. Car il ne suffit pas d'avoir une biographie quelque part sur Internet. Le but est de dominer vos résultats. Si vous voulez établir votre marque personnelle, il faut que lorsqu'on tape votre nom, la première impression qu'on ait de vous soit celle que vous aurez choisie. Pourtant, le problème s'aggrave de jour en jour, car d'autres entreprises innovantes mettent en place des systèmes d'analyse des données personnelles de plus en plus efficaces. Une société californienne réalise des évaluations individuelles en se basant sur les listes d'amis qu'une personne possède sur les réseaux sociaux. Elle analyse la qualité de vos amis, leur comportement, et à partir de là, elle va déterminer si vous êtes fiable ou non, si votre banque peut prendre le risque de vous accorder un prêt ou non.
Reputation Defender semble promise à un bel avenir, car bientôt il faudra payer pour disposer d'un quart d'heure d'anonymat. D'autres jeunes Californiens ont décidé de se protéger contre la surveillance du réseau et l'analyse de leurs données personnelles. Ceux-là ne sont pas des hommes d'affaires, ce sont des rebelles, des hackers militants. Ils ont inventé des logiciels permettant de surfer sur le net en restant anonymes et invisibles. Bonjour, ça fait plaisir de vous voir. Ils sont bien vos nouveaux locaux? Plus grands que les anciens? Oui, c'est 5 fois plus grand. C'est quoi un hackerspace? C'est un lieu où les gens peuvent se réunir pour travailler ensemble. C'est un centre de recherche qui n'est ni commercial, ni universitaire. Mais l'activité centrale, c'est le hacking informatique. Oui, l'activité centrale, c'est le hacking informatique. Ceci est une ligne téléphonique via Internet. Si on veut, on peut téléphoner gratuitement. Ici, pas besoin d'apporter son mobile. Dans le monde entier? Oui, je crois. Quelqu'un va payer pour votre appel, mais ce ne sera pas vous. Jacob Appelbaum et sa bande de hackers ne font pas que s'amuser. Leur œuvre maîtresse est le projet Tor, un réseau alternatif qui crypte les messages et qui brouille les pistes. On peut se servir du projet Tor dans 2 cas. Premièrement, pour contourner les systèmes nationaux de blocage, de filtrage et de censure. Et deuxièmement, pour protéger sa vie privée et son anonymat. Il suffit d'installer un petit logiciel sur votre ordinateur, c'est gratuit, et quand vous l'activez, vous donnez à votre navigateur l'ordre de se connecter au réseau Tor. Tor, c'est un réseau de serveurs répartis dans le monde entier. Par exemple, Noisebridge en gère un, et chacun est un relais. Disons que vous êtes ici, et que vous voulez envoyer un email à Canal+ à Paris. Si vous le faites passer par le réseau Tor, il ira par exemple en Espagne. Puis en quittant l'Espagne, il va peut-être choisir de transiter par le Japon. Et du Japon, il ira au Chili. Et enfin, du Chili, il va quitter le réseau Tor pour aller en France. Et du coup, les Français verront seulement que le message a été envoyé du Chili. Et ceux qui nous surveillent ici aux États-Unis verront un message partir en Espagne. Mais ils ne verront pas qu'il a transité par le Chili et encore moins qu'il est arrivé en France. L'Agence fédérale de sécurité nationale surveille tous les habitants de San Francisco. Sa station d'écoute est installée chez AT&T. Ils interceptent toutes les communications de la ville. Mais si vous utilisez Tor, ça leur sera très difficile de vous surveiller. Pour les habitants des pays où se pratique le blocage et le filtrage du web, Noisebridge a mis au point un téléphone anti-censure. Regardez, ce téléphone est assez génial. Nous avons installé Tor sur le système d'exploitation Android. Par exemple, si votre téléphone n'a pas accès à YouTube parce que vous êtes en Turquie et que les télécoms turcs bloquent YouTube, vous cliquez sur un bouton et hop, vous pouvez regarder ou charger des vidéos sur YouTube. Tor vous permet d'éviter ces pratiques de surveillance du trafic Internet qui sont très courantes dans le monde entier. Pour les utilisateurs de réseaux sociaux qui ont renoncé par avance à toute protection, les hackers ne peuvent pas grand-chose sinon les mettre en garde, car ils connaissent bien le fonctionnement des sociétés comme Facebook. Moi, je me sers de Facebook et j'ai des amis qui utilisent uniquement Facebook et plus du tout leur email. Chacun fait ce qu'il veut, mais vous risquez de regretter d'avoir fait don de tous les détails de votre vie privée à une société qui, historiquement, est connue pour ne pas se soucier de la protection de votre vie privée. Les gens de Facebook ont un intérêt commercial à décrypter votre comportement social, voir qui sont vos amis et ce que vous faites ensemble. Il ne s'agit pas seulement de Facebook en tant qu'entreprise privée, vous savez, car elle a aussi des liens avec le gouvernement des États-Unis. Alors, si vous êtes un adolescent français et que vous publiez toutes vos infos sur Facebook, bienvenue dans le monde de l'hégémonie américaine. Le web participatif, où je racontais ma vie en publiant des mots et des images, est déjà presque ringard. Il est en train d'être supplanté par le web temps réel,
qui sait où je suis en permanence, car mon téléphone mobile équipé d'un GPS lui envoie ma position géographique. Je vis avec mon téléphone. Il est dans ma poche le jour et sur ma table de chevet la nuit. Dans ces conditions, protéger ma vie privée devient carrément mission impossible. Bien sûr, le web temps réel est très pratique. Quand j'ai besoin d'essence alors que je roule dans une banlieue inconnue, mon téléphone me conduit directement vers une station-service. La plus proche si je suis pressé ou la moins chère si je suis fauché. Même chose si j'ai envie de sushi. Tous les restaurants de la ville sont géolocalisés dans l'application Foursquare sur une carte Google qui me montre la route. En sortant du restaurant, je m'aperçois que j'ai oublié de faire pipi. Pas de problème, une application a localisé les établissements qui autorisent les passants à utiliser leurs toilettes sans consommer. Ainsi, sans m'en rendre compte, je raconte ma vie d'une nouvelle façon, sous forme de coordonnées de latitude et de longitude, qui sont sans doute stockées quelque part à mon insu. Grâce au GPS et aux cartes Google, je peux aussi savoir en permanence où sont mes amis, mes collègues, ma famille, et vice-versa, bien entendu. Samedi soir à San Francisco, j'ai envie de revoir un copain français installé ici. Salut, je m'appelle Ludovic. Salut, moi c'est Nathalie, enchantée. Tu viens d'où? De France. Visiblement, Ludovic a envie de passer la soirée dans ce bar. Et bien sûr, il possède un smartphone géolocalisé en permanence. Tu connais cette application? Fais voir, ça s'appelle Je suis ici? Ouais, c'est nouveau, tu tapes juste l'adresse email de la personne que tu attends. Ah d'accord, et tu lui dis que tu es ici? C'est ça. Sur son écran, il va voir apparaître une carte qui va lui montrer exactement où nous sommes. Oh ma parole, c'est trop cool! En 2 clics, Ludovic m'envoie sa position. Aussitôt, elle s'affiche sur la carte Google de mon téléphone. Je pars le rejoindre. De la même façon, Ludovic me voit approcher sur sa carte. Hey! Ben voilà, je t'ai retrouvé grâce à notre... finalement, parfait. Sans problème. Grâce à Foursquare, j'informe le monde entier que je suis au bar Madrone Lounge. Demain ou dans 10 ans, on pourra savoir exactement où j'étais ce soir et avec qui. Tu sais pourquoi on est filmé? C'est pour une émission sur Canal+, je crois. It's for a show on Canal+. Bon, je vois que Ludo est occupé. À nouveau, je cherche de la compagnie. Grâce à Foursquare, qui sert à tout, je vais intercepter tous les messages Twitter envoyés en ce moment même par les gens du quartier. Car Twitter communique à Foursquare la position géographique de ses utilisateurs. Parmi eux, une certaine Vicky Hart, que je localise dans un autre bar de la rue. Et la voilà, trop facile. Alors c'est toi, Vicky Hart? Oui, c'est moi, Vicky Hart. Pendant qu'on cherchait à se garer avec mon copain, j'ai regardé sur Foursquare. J'ai repéré ce resto. Il m'a semblé sympa. C'est mieux qu'une cafétéria. Alors j'ai envoyé un message pour que tous mes amis sachent où je suis en train de dîner. Un message Twitter? Oui, je croyais que je l'envoyais juste à mes amis. Je n'avais pas réalisé que tous les gens du quartier pouvaient le lire. Et tu vas être plus prudente maintenant que tu as compris que n'importe qui pouvait te localiser? Non, ça n'a rien d'effrayant. En fait, c'est plutôt fun. Alors à bientôt, Vicky. Si Twitter te localise à nouveau, je le saurai et je te retrouverai à ma convenance. Plus tard dans la nuit, j'ai envie de découvrir un autre quartier chaud de San Francisco. Cette fois, je vais me faire aider par un expert.
Anand Venkataraman, directeur technique de la société Sense Networks, qui a créé l'application CitySense. Pour sa démonstration, Anand m'a donné rendez-vous dans un quartier désert. C'est vraiment très tranquille ici. Essayons de trouver un endroit plus vivant. Oui, on voudrait s'amuser un peu. Montre-nous comment on trouve un lieu un peu chaud dans cette ville. Ouais, pas de problème. CitySense, c'est vraiment très cool. On l'active et elle mesure le niveau d'activité dans la ville en temps réel. Regarde, nous sommes ici. Là, on voit que du gris et du bleu. Ça veut dire qu'ici, il ne se passe rien. Il y a 3 personnes en tout dans ce coin. D'une pression du doigt, CitySense va nous indiquer en temps réel les rues où se concentre la vie nocturne. Tu vois tous ces points? Il dessine une carte des lieux les plus chauds. L'intensité de la couleur indique le niveau d'activité de chaque zone. Et quand c'est rouge vif? C'est chaud bouillant. Il se passe plein de choses là-bas. Plein de gens se retrouvent. Regarde aussi ces numéros, c'est notre sélection. Le numéro 1 indique l'endroit le plus fréquenté selon nos calculs. Au coin de Market Street et de Bill Street. Voilà un de nos points chauds. Encore 2 rues et nous y sommes. C'est à gauche. Nous atterrissons dans un lieu inédit, à la fois laverie automatique, bar-restaurant et café-théâtre. Plus branché, tu meurs. Il y a des tas de façons de détecter l'activité. La plus simple, nous pouvons mesurer le nombre de gens qui sont déposés ici en taxi. Nous captons en temps réel les données des compagnies de taxi. Comme ça, nous savons où les gens prennent le taxi et où ils vont. Nous pouvons aussi estimer la vitesse des voitures. Il y a d'autres moyens. Grâce à des accords avec les compagnies de télécom, nous pouvons surveiller les mouvements des téléphones mobiles. Nous travaillons aussi avec les développeurs d'applications mobiles qui ont placé des systèmes de traçage des signaux GPS dans leur logiciel et qui nous retransmettent ces données. On peut aussi utiliser le Wi-Fi. Par exemple, nous savons que votre ordinateur est ici grâce à notre station de surveillance des réseaux Wi-Fi. La beauté de notre système, c'est qu'il fait feu de tout bois. Il est capable de gérer n'importe quel type de données de mobilité afin de déterminer où se concentre l'activité. Les clients de CitySense ne seront pas les utilisateurs finaux, mais des sociétés ou des organismes désireux d'analyser et de prédire les comportements d'une foule et de la segmenter par catégorie ou par tranche d'âge. Les bandes de jeunes fêtards possèdent une forte entropie, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup d'énergie, ils bougent sans arrêt. En une soirée, ils vont couvrir une grande distance, beaucoup plus par exemple qu'un groupe de cadres plus âgés qui circulent de façon ordonnée selon des itinéraires bien établis. CitySense est une vitrine. Nous voulons inciter d'autres développeurs à se connecter à nos bases de données et obtenir des informations de mobilité. De cette façon, ils pourront créer leurs propres applications, utilitaires ou cool ou amusantes pour d'autres villes. Le nouveau mode de vie géolocalisé né en Californie se répand à toute vitesse dans les métropoles européennes, notamment à Berlin, l'une des villes les plus branchées d'Europe. J'arrive ici pour rencontrer une bande d'anciens étudiants de l'école des Beaux-Arts qui ont inventé un réseau social géolocalisé révolutionnaire baptisé Aka-Aki. À l'origine, il a été conçu comme un site de rencontre pour aider les cœurs solitaires à se retrouver dans la grande ville anonyme. J'ai rendez-vous au bar Oberholz avec l'un des créateurs d'Aka-Aki, Roman Hansler, 28 ans, encore étudiant et déjà entrepreneur. Ah, Roman. There you are. Hi. How are you doing? Voici l'écran montrant les gens inscrits sur Aka-Aki qui se trouvent près d'ici. Il y en a 10, dont 6 sont assez proches pour être rejoints à pied, à moins de 500 mètres. Et ensuite, il y a ceux qui sont vraiment tout proches.
Oui, c'est la catégorie suivante. Ceux-là sont probablement dans ce bar en ce moment. Tu m'as dit qu'on pourrait rencontrer des filles avec ce truc. Alors, montre-moi. Oui, on va essayer. Tiens, en voilà une. Leila Lee. On peut lui demander. Elle est tout près. Envoyons-lui un message pour voir si elle a envie de venir. Nous essayons d'attirer Leila Lee, de son vrai nom Stéphanie, 27 ans, hétéro, habitant le quartier Schönenberg. 1 heure plus tard, elle arrive tranquillement. Grâce à Akaaki, elle savait que nous étions encore ici. Tu as vraiment rencontré des gens avec ce système? Oui, plein. Si je repère un garçon et que sa photo me plaît, je discute en ligne avec lui. Et si ça va plus loin, eh bien, c'est génial. Mais tu es bien consciente que tous ces hommes savent où tu es. Bien sûr, mais ils ne savent pas précisément. Ça fait partie du jeu. Et tu peux nous en dire un peu plus sur ce jeu? Je sais que quelqu'un est au coin de la rue, mais je ne sais pas exactement où. C'est assez excitant. Akaaki permet ainsi à chacun de se créer une tribu que l'on sent vivre autour de soi en permanence. Mais en coulisses, on découvre une machinerie complexe et surpuissante. Akaaki est une start-up en plein essor. Elle compte déjà une 40aine d'employés, dont des ingénieurs très pointus, et vient de louer des nouveaux locaux car elle compte s'agrandir. Voici une partie du département marketing. Une pièce très importante, la cuisine. Akaaki n'est pas seulement une application sur mobile. Derrière, il y a un système, un site internet, un moteur de recherche, des bases de données. Ici, vous voyez les types qui s'occupent de tout ça. Akaaki exploite à fond les fonctionnalités des nouveaux téléphones pour décupler leur capacité à se localiser en permanence. Grâce aux émetteurs Bluetooth, installés au départ pour faire fonctionner les oreillettes sans fil, mais aussi aux connexions Wi-Fi, aux relais GSM et au GPS. Et même si vous n'êtes pas membre d'Akaaki, votre téléphone, votre PC portable ou votre GPS de voiture le sont peut-être à votre insu. Akaaki ne localise pas seulement ceux qui se sont inscrits. En fait, il détecte tous les appareils qui se trouvent dans les parages. Dans ce bar, par exemple, il y a des ordinateurs et d'autres appareils équipés de Bluetooth. Akaaki les voit tous. On peut aussi voir le nom de certains propriétaires qui ont décidé d'utiliser leur vrai nom comme identifiant Bluetooth. Par exemple, Sven Knut, c'est un PC. Sven n'est pas membre de Akaaki, mais le système lui a quand même créé une page. Tous ces gens ne sont pas au courant, mais ils ont un profil chez nous. Ainsi se développe en silence un réseau informel capable de détecter la position et les déplacements des smartphones et des PC portables équipés de Bluetooth, même s'ils ne sont pas connectés à Internet. Un jour, un membre d'Akaaki a intégré l'ordinateur de la caisse du bar dans ce réseau virtuel et lui a créé un profil, d'un clic, sans prévenir personne. Depuis, l'ordinateur détecte à son tour les appareils des clients. Il mémorise leur présence et publie ces données sur le réseau. Tout se passe automatiquement entre machines. Au sein de la jeunesse berlinoise, des petits groupes d'amis sont devenus experts en détection tous azimuts. Dès que je l'ai testé, j'ai aimé Akaaki et je m'en suis beaucoup servi. Je suis resté connecté nuit et jour, sans interruption pendant 1 an. C'est comme un nouveau monde caché à l'intérieur du monde réel. La plupart des gens n'y ont pas accès car ils n'ont pas Akaaki. Ils ne savent même pas que ça existe. C'est un peu comme une société secrète. Oui, c'est ça, une société secrète. Quand je rentre chez moi le soir, je vois si ma voisine est chez elle ou pas.
Mais comment tu sais qu'elle est chez elle? Parce que je vois le signal Bluetooth de son mobile qui diffuse son nom. Et je vois aussi la liste des gens qu'elle a rencontrés au cours de la journée. C'est un peu de l'espionnage quand même. Oui, oui, c'est un peu de l'espionnage. Alors pourquoi tu fais ça si c'est pas bien? Justement parce que c'est pas bien. C'est vous, Poutsi? Non, c'est pas vous. Il n'y a pas de Poutsi ici. Alors c'est vous? Je voudrais savoir, est-ce que vous êtes Poutsi? Non, c'est pas vous non plus. Poutsi, c'est un nom de fille en allemand? Akaaki a repéré un client inconnu dont l'ordinateur diffuse le nom Poutsi. Désolé de vous déranger. Cet ordinateur est équipé de Bluetooth? Oui. Alors vous appelez Poutsi? Oui. Enfin, mon ordinateur s'appelle Poutsi. Et vous? Moi, c'est Aviv. Aviv? Oui, Aviv, comme Tel Aviv. Donc je vous vois sur mon mobile, je sais que vous êtes ici, je sais que vous êtes déjà venu et que vous vous faites appeler Poutsi. Je n'ai rien à cacher. Alors ça vous est égal? Complètement. Je n'ai vraiment rien à cacher. Si un autre membre de Akaaki rencontre votre ordinateur, nous le saurons tous et nous pourrons vous pister à travers la ville. Et alors? Que va-t-il m'arriver quand vous m'aurez pisté? Pour profiter de ces technologies, il y a un prix à payer. Nous devons tous renoncer à une partie de notre vie privée. On me dit sans arrêt qu'on peut m'observer à travers la caméra de mon PC, ou je ne sais quoi. Mais puisque je n'ai rien à cacher, je vis au grand jour, au vu de tous. Ça m'est égal de payer le prix. Vous pouvez passer votre vie à penser qu'à ça et devenir parano en vous demandant sans arrêt qui vous suit en ce moment, mais j'ai décidé de ne pas m'en faire. Comme Aviv, beaucoup de jeunes Berlinois semblent avoir renoncé à la protection de leurs données personnelles et préfèrent vivre dans la transparence intégrale. Est-ce la solution d'avenir? Les militants du célèbre groupe de hackers Chaos Computer Club, implanté dans toute l'Allemagne, ne sont pas de cet avis. Andy Müller-Magun, responsable de la cellule berlinoise du club, travaille à distance avec Jacob Appelbaum de San Francisco sur le projet Tor. Vous n'avez peut-être rien à cacher, mais vous avez sûrement des choses à protéger. L'avenir dira comment tous ces gens vont finir. Car en fin de compte, les données personnelles sont un moyen de contrôle. Si je sais tout sur vous, je saurai comment vous contrôler. Je connais votre vie, votre situation économique, ce que vous aimez, ce que vous détestez. Je saurai comment vous influencer. C'est ce que font Facebook et les autres réseaux sociaux. Ils collectent vos données personnelles. C'est un point très intéressant sur le plan psychologique, surtout si on repense à l'histoire de l'Allemagne. Ces entreprises ont réussi à convaincre les gens que c'est génial de leur fournir toutes leurs données, c'est-à-dire de se mettre à nu en public. C'est une idée étonnante, imaginée par des gens de marketing qui prenaient trop de coke ou je ne sais quoi. Mais en fin de compte, c'est un business model. Ces gens vont vendre vos données. C'est un crime. Enfin, cela devrait être considéré comme tel. Mais bien sûr, la loi ne peut protéger les gens contre leur propre stupidité que jusqu'à un certain point. Il y a une frontière au-delà de laquelle on ne peut plus lutter contre la nature humaine. C'est pas beau, ça? Ce sont des données. Regarde là, c'est toi.